Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Retrouvez chez nous la musique, le journal, les émissions, le débat et autres. La Radio Afrique Santé, la meilleure de radio au Bénin. Radio Afrique Santé. La vie c'est la chance. Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. 19h à Cotonou, 18h en temps universel. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter le sommaire dans un instant. Incendie à Cotonou, plus précisément à Kpakpa, que s'est-il réellement passé? On en parle dans cette édition. Dans l'actualité en page santé, on mettra l'accent sur deux sujets, notamment on parle de l'allaitement maternel. Et puis la ville de Ouidah a vibré en fin de semaine dernière sous le rythme des Vodundays. Vous retrouverez de ce fait dans ce journal un reportage qui fait donc le bilan de ces festivités. La page sportive mettra donc un terme à ce rendez-vous de l'information. Ce sera tout pour le sommet. On s'installe donc pour les précisions. À nouveau, bonsoir et bienvenue à tous. Un grave incident s'est produit ce samedi 11 janvier 2025 à Cotonou, au Bénin. Une violente explosion a secoué un immeuble situé à Kpakpa, à Yelawadje. L'incendie a été d'une grande ampleur avec d'énormes dégâts. Le bilan provisoire fait état de pertes de vies humaines et de blessés. Les autorités au niveau local déplorent donc la situation. Je suis triste parce que nous sommes en début d'année, l'année 2025, et nous sommes en période festive. C'est les Vodundays. Nous étions tous sur les divers fronts, à Ouidah, un peu partout. Et voilà qu'un malheur nous frappe dans le 3e arrondissement, au quartier Yelawadje. Je ne sais exactement ce que les hommes d'affaires ont entreposé dans ce magasin qui a explosé et des gaz toxiques se sont échappés. On ne connaît même pas la nature de ces gaz. Nous attendons que les experts nous fassent le point. On dénombre actuellement 6 morts, d'après ce que nous a dit les sapeurs-pompiers. La situation est préoccupante. J'ai réuni mon état-major, on est en veille et nous suivons la situation de très près. Tout à l'heure, le maire de la ville est descendu sur les lieux en personne et il a exprimé sa compassion. Nous continuons de suivre la situation de très près. Dans les heures à venir et les jours à venir, vous aurez un état exhaustif des catastrophes. Je compatis à la douleur des populations et je leur demande de garder le courage. Ce qui est sûr, toutes les autorités sont déjà sur le terrain. L'essentiel sera fait et nous serons tous hors du danger. C'est beaucoup de tristesse. On est dans la fièvre de la fête de Nouvel An, de la fête du 10 janvier, tout ça. On aurait souhaité continuer plutôt à fêter que d'assister à des événements aussi tristes. Je pense que c'est l'occasion à nouveau de rappeler à tout chacun que notre irresponsabilité ne doit pas créer de dommages à la paisible population. Parce que lorsque vous exposez des produits toxiques, alors que ceux qui sont là ne sont pas censés savoir ce que vous avez exposé, et que comme ça, vous les entraînez dans l'au-delà, c'est quand même assez triste. Moi, je pense que dans de pareilles circonstances, les mots souvent manquent. Je voudrais par contre remercier les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les policiers, l'agent de la présidence civile et son directeur, toutes les autorités. Après le déplacement, le chef d'arrondissement, les conseillers, les chefs quartiers sont tous mobilisés. Je voudrais leur en savoir gré. Les prier pour que les âmes des disparus reposent en paix. Les flammes particulièrement intenses ont englouti le bâtiment en quelques minutes. Je cite, plusieurs personnes seraient coincées à l'intérieur, notamment à l'étage. Rapportent des témoins sur place. Les sapeurs-pompiers déployés en urgence s'efforcent de maîtriser l'incendie et de porter secours aux victimes. Quelques témoins de la scène en parlent.
Nous avons commencé par sentir de la fumée et ça sentait gaz domestique. Après, l'odeur s'est entremêlée à une odeur du javel. L'odeur, au fil des minutes, s'est intensifiée. On n'arrivait plus à respirer. Les enfants, même à l'intérieur, n'arrivaient plus à respirer. Leur maman criait, elle était prise de panique. La fumée s'intensifiait. Et c'est à partir de là que j'ai vu tous ceux qui étaient en face du bâtiment. On commençait par sortir parce qu'ils n'arrivaient plus à respirer. Ou quand ils arrivaient à sortir de la fumée, ils étaient obligés de vomir, les yeux étaient rouges. De mon point d'observation, j'ai aussi reçu un peu le coup. Les enfants qui étaient autour de moi aussi ont reçu le coup. D'abord les picotements, l'impossibilité de pouvoir continuer à inspirer de l'air pour pouvoir respirer. Les larmoiements, les yeux ont commencé par couler des larmes. Nous on était dans la chambre, le fumée là a sorti d'un gaz. Le gaz là c'est pas du tout intéressant. C'est très mauvais, c'est un très mauvais gaz. On ne peut même pas digérer ça. On a commencé par sortir, ou bien c'est le feu qui est en train d'allumer, ou bien c'est la rotation. Les gens toussaient, tellement toussaient même. Et les gens ont fui. Eux ne savaient même pas où y aller. De ce côté, mais de ce côté, ils ne savaient pas. 19 heures passées de quelques minutes, on reste toujours au plan national avec cette compilation que nous propose Romaric Tokwe. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité au plan national. Un conseil extraordinaire se tient ce lundi 13 janvier 2025 à l'état-major général de l'armée béninoise suite à l'attaque meurtrière du 8 janvier 2025. Dans la nuit du mercredi 8 janvier 2025, des individus armés non identifiés ont perpétré une attaque terroriste au niveau du point triple à Banikwara. Des morts ont été enregistrés tant dans les rangs de l'armée béninoise que parmi les assaillants. Suite à cette attaque, le général de division Fructueux Gbagidi, chef d'état-major général de l'armée béninoise, préside un conseil extraordinaire ce lundi 13 janvier 2025, selon les rapports de BIP Radio. Toujours au Bénin, un accident de circulation s'est produit ce dimanche 12 janvier à Kokotomé, près de la pharmacie La Concorde. D'après les informations disponibles, le bilan provisoire fait état de 5 blessés, dont 2 grièvement atteints. L'accident, subvenu peu avant midi, implique un véhicule personnel. Les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule. Selon certaines sources, il aurait été distrait par l'utilisation de son téléphone au moment des faits. Sur place, 5 personnes ont été blessées, dont 2 se trouvent dans un état critique. Les victimes ont été rapidement transportées vers les établissements de santé les plus proches pour recevoir des soins appropriés. Cet incident intervient au lendemain d'un autre accident subvenu à Alada, dans le département de l'Atlantique, ayant causé un mort, un blessé et des dégâts matériels importants. Ces événements rappellent l'importance pour les usagers de respecter les règles du code de la route afin de prévenir de tels drames. Toujours au Bénin et pour finir, du 7 au 10 janvier 2025, la conférence épiscopale du Bénin a tenu sa deuxième session plénière ordinaire de l'année pastorale 2024-2025 à Cotonou. Ces assises ont permis aux évêques d'examiner plusieurs questions cruciales touchant la société béninoise, notamment la recrudescence de la cybercriminalité et l'attaque meurtrière ayant coûté la vie à plusieurs soldats béninois. Préoccupés par la montée alarmante de la cybercriminalité dans le pays, les évêques ont lancé un vibrant appel à la conversion des jeunes impliqués dans ces pratiques. Pour eux, cette quête effrénée de gains faciles, souvent au détriment de la sécurité publique et de l'intégrité sociale, compromet l'avenir de la jeunesse et ébranle les fondements éthiques de la nation. Les évêques déplorant l'inefficacité des campagnes de sensibilisation menées jusqu'ici exhortent les jeunes à rejeter les pratiques frauduleuses et à adopter une vie basée sur l'honnêteté et le travail. Parlons santé à présent. L'hypothyroïdie se caractérise par une diminution de la production des hormones thyroïdiennes, en particulier de la thyroxine, en particulier de la thyroxine. Ces hormones qui jouent un rôle crucial dans la régulation du métabolisme, de la température corporelle et même de nombreux autres processus corporels. Que savoir sur cette maladie? Docteur Philippe nous renseigne. L'hypothyroïdie, c'est donc une insuffisance du fonctionnement de notre glande thyroïde. Cette petite glande que l'on a avec un peu une forme de 2 ailes de papillon qui sont reliées par un corps central, on l'a tous à la base de notre cou. On la sent quand on est un peu habitué à palper une thyroïde, mais sinon il est tout à fait évident que c'est un tissu qui ne se remarque pas extérieurement.
Et cette insuffisance du fonctionnement de la thyroïde est extrêmement fréquente. Il faut là encore distinguer l'insuffisance du fonctionnement de la thyroïde avec des vrais signes de carence en hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire des gens qui vont se décrire comme étant très souvent fatigués, fatigables, au-delà même de la fatigue de base, tendance à la constipation, tendance à la frilosité, la perte de cheveux. Ça sont des symptômes qui sont, comme vous le voyez, assez, je dirais, non spécifiques. Il y a plein de maladies qui peuvent entraîner une fatigue tout simplement chez les gens, et donc on n'est pas forcément confronté à des insuffisances du fonctionnement de la thyroïde. Et puis ces signes, eh bien s'ils existent et qu'ils sont vraiment invalidants, ils s'accompagneront d'un déficit en hormones thyroïdiennes, c'est-à-dire que vos hormones que nous fabriquons nous tous dans notre thyroïde sont à un taux trop bas. Et quand la thyroïde ne fonctionne pas assez, et ça c'est un principe même de l'endocrinologie, elle va envoyer un message à une autre glande que l'on a à la base de notre cerveau qui s'appelle l'hypophyse. Et cette glande a pour mission principale de contrôler le fonctionnement, entre autres normal, de la thyroïde. Et donc si la thyroïde devient paresseuse, insuffisante, eh bien l'hypophyse va sécréter en quantité plus importante d'une hormone qui s'appelle la TSH, qui est l'hormone qui stimule la thyroïde. Et donc on peut comprendre que une insuffisance du fonctionnement de la thyroïde va entraîner une augmentation du taux de la TSH. Et donc un des premiers signes, un des premiers marqueurs biologiques que l'on a dans le sang, c'est cette augmentation de la TSH. Il y a des degrés d'importance d'hypothyroïdie qui sont très variables. Et donc on commence tout simplement par des hypothyroïdies qu'on définira comme frus, c'est-à-dire très peu de symptômes, des découvertes un peu fortuites dans le contexte d'une fatigue par exemple, d'une TSH un peu augmentée, mais qui grâce à ce taux un peu augmenté permet encore à la thyroïde de fabriquer un taux d'hormones à peu près normal. Et donc cette première étape, on se dit comment est-ce qu'on va devoir gérer ce qu'il faut notamment substituer. Et puis, progressivement, il peut y avoir une destruction de la thyroïde. La TSH va augmenter de plus en plus. Et si elle augmente de plus en plus, les hormones de la thyroïde vont plus être capables de répondre puisque la thyroïde est en train de s'atrophier, de disparaître complètement. Et là, s'installe un vrai tableau d'hypothyroïdie. Alors, ce tableau d'hypothyroïdie, il est très fréquent. Je dirais, soit il y a une maladie immunologique. On fabrique nous-mêmes nos propres anticorps qui vont aboutir à la destruction de notre glande thyroïde. Et ça, on l'observe très facilement chez la femme jeune, on va dire 20-30 ans. Aussi avec un pic chez la femme autour de la cinquantaine. Et c'est une pathologie extraordinairement, si je peux le dire, féminine. C'est-à-dire on a en gros 80-90% des patients qui sont des femmes. Donc ça, ce sont deux pics de fréquence de cette atteinte immunologique de destruction. Toujours santé, je l'annonçais en début d'édition, l'allaitement maternel est un processus important dans l'alimentation et la croissance du bébé. D'ailleurs, avant d'inclure d'autres aliments dans l'alimentation de ces petits, il est préférable d'attendre 6 mois afin d'apporter une bonne croissance à l'estomac de ces derniers. Passé cette période, comment procéder pour inclure d'autres produits dans leur alimentation et quel type d'aliments peut-on choisir? Docteur Ghislaine Sawadogo, pédiatre, nutritionniste, apporte donc des précisions. Le tube digestif du nourrisson n'est apte à recevoir d'autres aliments que le lait maternel qu'à partir de 6 mois. Donc, c'est à partir de cet âge qu'on va introduire d'autres types d'aliments. L'introduction précoce d'autres aliments avant 6 mois va créer un certain nombre de soucis. Pas immédiatement, mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, on aura des inconforts digestifs qui peut amener les parents à consulter et ça peut aussi retentir sur la santé de l'enfant. À partir de 6 mois, les aliments recommandés, parce que le bébé, dans le sein de sa mère, s'habitue à un certain nombre de saveurs. Quand la maman mange, il y a certaines saveurs qui passent à travers le liquide amniotique et l'enfant s'habitue à certaines saveurs. Et donc, après l'accouchement, quand la maman mange, il y a certaines saveurs qui vont être transmises à l'enfant aussi à travers le lait maternel. Et donc, à partir de 6 mois, on va analyser un peu l'alimentation de la mère et pouvoir conseiller quelles sont les saveurs qu'il faut donner à l'enfant. La texture des repas aussi intervient. Donc, vous allez voir que les premières à être conseillées sont sous forme de liquide, ce sont les bouillies par exemple, potage, les jus de fruits, etc. Les nutriments à surveiller pendant la période de diversification alimentaire, on a 7 groupes d'aliments, classe des aliments en 7 groupes d'aliments, on a les céréales, on a le groupe des protéines, composé de la viande, du poisson, du soja, on a le groupe des noisettes, on a le groupe des fruits à chair rouge, riches en vitamine A,
On a les feuilles vertes, la riche en vitamine E. Et donc, en composant une alimentation d'un nourrisson, il faut la rendre équilibrée. Et pour rendre un repas, un menu équilibré, il faut au moins 4 groupes d'aliments dans le menu de l'enfant. Donc, on procède par apprentissage en voyant un peu ce que la famille mange et on va conseiller à la mère ce qu'il faut introduire, que l'enfant tolère et accepte. Ce journal se poursuit. Nous parlons donc de notre sujet à présent, les stages non rémunérés, souvent perçus comme une opportunité d'acquérir des compétences et d'enrichir son parcours, soulève néanmoins un débat. Sont-ils une véritable expérience formatrice ou une forme d'exploitation déguisée? Élément de réponse dans ce micro-trottoir signé Samuel Kora. Bon, je suis mitigée sur la question parce que déjà, je dirais que les stages, de manière générale, ça forme la personne qui le fait dans le cadre professionnel, ça perfectionne la personne dans son domaine professionnel, ça permet d'acquérir plusieurs connaissances de plus. Quand je dirais que c'est aussi une exploitation, parce que la personne qui fait le stage, c'est-à-dire le stagiaire, aura plusieurs besoins à couvrir. Quand je parle de besoins, en stage, il devrait manger, il devrait prendre des unités. Il y a aussi le côté transport, se déplacer, venir en stage. Donc, quand c'est pas rémunéré, il y a un certain blocage là qui se crée, parce que aussi, il faut que le stagiaire puisse gagner quelque chose en retour de ce qu'il fait. Donc, c'est une position mitigée. Moi, je dirais que les stages non rémunérés sont des expériences formatrices. Expériences formatrices en ce sens que ça te permet d'être toi-même. Ça te forme. Ça te permet de faire face aux autres défis de la vie. Ça te permet d'affronter des situations. Ça te permet de faire face aux situations personnelles. Et ça te forme. Ça te permet de savoir comment tenir ferme, tenir bon jusqu'à la fin. Voilà, de savoir comment gérer les choses. De l'autre côté, c'est aussi une exploitation déguisée en ce sens que nous constatons aujourd'hui que dans les structures, il y a les patrons qui exagèrent. Ils veulent juste exploiter le stagiaire pour de rien de bon. Ils veulent juste l'exploiter. Ça, c'est pas du tout une bonne chose. Mais je pense que les stages non rémunérés sont beaucoup plus des expériences formatrices. Grâce à ça, tu sais comment tenir face aux autres situations. Les stages non rémunérés, d'abord, c'est pour tester les compétences de la personne, du stagiaire. C'est pour voir si la personne a les aptitudes nécessaires pour assumer des fonctions dans l'entreprise. D'abord, c'est à but formateur et comme je l'ai dit, pour vérifier les compétences de la personne. Maintenant, les stages pour vérifier les capacités de la personne, je pense que ça doit être limité parce que si la personne travaille généralement on fait un stage 2 mois, 3 mois. Si on voit que la personne a les compétences, je ne vois pas problème d'embaucher directement ou bien de commencer quand même à donner une certaine rémunération à la personne. C'est quand le temps d'essai devient exagéré, abusif et que le stagiaire en griffe ne perçoit rien, que c'est de l'exploitation. Sur cette question, moi je pense que il va falloir d'abord faire une nuance. Stage professionnel ou stage académique. Si c'est stage académique, alors la rémunération, le fait que cela ne s'auto-suive pas, on n'en ferait pas un scandale. C'est bien normal que lorsqu'on est dans la posture de stagiaire académique, que nous n'entrions pas forcément en possession d'un dû, quel que soit l'apport, quel que soit l'aura qu'on ajoute ou auquel on contribue à la société pour laquelle nous travaillons avec ce statut. Maintenant, si c'est un stage professionnel et que cela n'est pas rémunéré, c'est exclusivement une exploitation. Ce n'est même pas la peine d'ajouter l'adjectif déguisé, non, c'est carrément de l'exploitation dans la mesure où l'intéressé a déjà effectué sa formation. Ça veut dire qu'il est supposé ou présumé avoir eu les compétences nécessaires requises pour exercer un métier M ou un travail T. Parlons culture à présent, la deuxième édition des Vaudundaises qui s'est étendue sur 3 jours du côté de Ouida a réuni des milliers de personnes. Suivons plutôt ce reportage de Ola Grassage qui nous amène au cœur de l'événement. Ouida, cette ville chargée d'histoire et de spiritualité dans le sud du Bénin, était le lieu de prédilection les 9, 10 et 11 janvier 2025. Cérémonie d'ouverture du festival, visite du temple des Pitons, danse des Egungun à la place Maro. Visite à la forêt sacrée, rituel au temple Sakpata.
concert à la plage de Ouida, la porte du non-retour, voilà autant d'événements qui ont marqué ces 3 jours. Les Vodou Days ont été également l'occasion d'inaugurer l'arène culturelle de Ouida qui a ouvert ses portes le 11 janvier 2025. Chants, danses et tambours sacrés ont résonné dans l'arène, créant une atmosphère unique et immersive. Non, c'était fantastique, vraiment. Je veux dire, un spectacle qui m'a marqué plus que l'autre. Vraiment, ils sont tous très beaux. Je dirais plutôt 2. Le spectacle où il y a, vous savez, avec une jeune fille là et la robe blanche vraiment qui chantait, vraiment c'est très beau. Et à la fin, tous les gungun qui ont clôturé, c'était vraiment magnifique, vraiment. Non, l'arène est magnifique, vraiment c'est une belle œuvre, bien faite, c'est magnifique. Le spectacle dans l'ensemble a été très beau. Je pense que les enfants nous ont assez émus. Le premier tableau avec les enfants, avec le tam-tam, c'était très magnifique. Déjà, il faut pouvoir féliciter l'événement, l'organisation. C'était un beau spectacle. Voilà, c'est une première au Bénin et c'est une fierté. À voir ça, on est vraiment fiers d'être béninois. Cette arène, comme on a dit, c'est vraiment un joyau. On a vu des photos, mais on ne l'imaginait pas aussi grande. Elle est très grande et c'est à nous maintenant de la combler. Des événements, des présentations, de tout ce qui va relever ou montrer notre culture. Outre l'aspect culturel des Vodou Days, les boutiques, stands et bonnes dames de Ouida ont vu une affluence de clients potentiels sans précédent. Ah, c'est non, ça. Ou d'esclaves, souvenirs de Bénin, et ouais, non, bleu. Kofole, et ouais, non, ça. Mais si ça catina, si ça de débois, moi aussi en logo, mais aïe, yo, de djinachibon. Oui, avec les Vodundé, il y a eu d'affluence. Il y a eu beaucoup d'étrangers qui sont arrivés. Je pense que ceux qui sont dans le tourisme, les secteurs hôteliers, les artisans, tout ça là, ils ont fait un plus quand même. C'est à saluer. Et on va toujours demander que les gens puissent s'améliorer pour qu'on ait davantage de touristes pour les fois à venir. Nous retenons que les Vodou Days ont réussi à promouvoir davantage la culture vaudou, profondément ancrée dans les traditions religieuses du Bénin, tout en diversifiant l'offre touristique du pays. Et on reste avec vous, Ola grâce à Dieu, pour retrouver à présent l'actualité au plan international. Aux Comores, les élections législatives se sont tenues le dimanche 12 janvier, mais ont été marquées par l'absence notable de l'opposition qui boycotte le processus en raison de préoccupations concernant la transparence. Des contraintes logistiques ont ponctué le déroulement de l'élection. Des retards de l'ouverture des bureaux de vote avaient été signalés et pour ce fait, la commission électorale a prolongé les heures de vote et dans la capitale Moroni, le manque de matériel de vote a conduit à des improvisations pour assurer la confidentialité. Les tensions politiques restent palpables dans cet archipel, comme en témoigne l'ex-ministre de l'Intérieur Daoud Abdallah Mohamed, qui a accusé le gouvernement de vouloir manipuler le processus électoral. Ces allégations de fraude ont cependant été rejetées par les autorités locales. Les résultats finaux des élections seront annoncés dans les jours à venir. Notons que les Comores continuent de naviguer dans un climat politique complexe avec des perspectives de continuité du pouvoir sous la présidence d'Azali Assoumani au pouvoir depuis plusieurs mandats avec une forte mainmise sur l'archipel. À Prayagraj, ville de l'Est de l'Uttar Pradesh, dans le nord de l'Inde, les bains rituels de masse ont débuté ce lundi 13 janvier pour la grande fête hindoue de Kumbh Mela où sont attendus quelques 400 millions de personnes. La tradition hindoue requiert de se plonger dans les eaux froides du confluent des fleuves sacrés du Gange, de la Yamuna et de la mythique Saravasti pour y laver ses péchés. Le Monde rapporte que ce rendez-vous organisé tous les 12 ans et qui se déroule jusqu'au 26 février s'annonce cette année comme celui de tous les records. Les dernières célébrations religieuses qui se sont tenues au même endroit en 2019 avaient réuni 240 millions de fidèles selon le gouvernement. À titre de comparaison, le grand pèlerinage musulman annuel de la Mecque en Arabie Saoudite n'a rassemblé en 2024 que 1,8 million de fidèles.
L'Iran a annoncé l'intégration de 1000 drones stratégiques à sa flotte militaire, renforçant ainsi ses capacités de défense et de frappe dans un contexte marqué par des tensions croissantes avec les États-Unis et Israël. Ces drones présentés ce lundi lors d'une cérémonie retransmise par la télévision d'État ont été inspectés par le ministre de la Défense, le général Aziz Nassirzadeh, et le commandant en chef de l'armée iranienne, le général Abdul Rahim Moussavi. Dotés d'une portée de plus de 2000 km, ces drones sont capables d'exécuter des missions spéciales tout en améliorant les capacités de reconnaissance et de surveillance des frontières iraniennes. Conçus pour des frappes à longue distance, ils illustrent les efforts de modernisation des forces armées iraniennes. Cette annonce intervient alors que l'Iran a récemment mené des exercices de défense aérienne près de ses sites nucléaires stratégiques de Natanz et Fordo face à des craintes croissantes d'attaques ciblées. Les nouvelles capacités offertes par cette flotte de drones renforcent la posture défensive de Téhéran tout en envoyant un message clair à ses adversaires régionaux et internationaux. Et on retrouve l'actualité sportive à présent. Le Barça donne une leçon de football aux joueurs du Real Madrid. C'est ce que vous nous dites, Samuel Cora. Effectivement, malgré l'ouverture du score rapide de Mbappé pour le Real Madrid à la 5e minute, le Barça a rapidement réagi grâce à un but somptueux de Lamine Yamal à la 22e minute. Par la suite, les Blaugrana ont déroulé inscrivant 3 autres buts de classe mondiale avant la mi-temps par Lewandowski sur penalty à la 36e minute, Rafinha à la 39e minute et Baldé à la 45e minute plus 10. Au retour des vestiaires, le capitaine Rafinha a tourné la tête des défenseurs du Real, inscrivant un doublé à la 48e minute portant le score à 5-1. L'expulsion du gardien barcelonaire à la 56e minute et le but sur coup franc de Rodrigo à la 60e minute ont brièvement relancé le suspense. Mais le Barça a su rester concentré et remporter sa 15e Supercoupe d'Espagne. Cette victoire éclatante confirme la supériorité actuelle du FC Barcelone sur le Real Madrid et offre un premier titre majeur cette saison aux hommes de Hansi Flick. C'est ici que se referme ce journal réalisé par Ola Grace, Adjé, mise en onde Arissou Adamou à la présentation. Je suis Mathilde Aymon. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.